de Staline est gratuite. Bien sûr que non. Enfin, l'essentiel, c'est que ces armes arrivent en Palestine. Car les sionistes ne manquent pas d'argent. Ils ont récolté des dizaines de millions de dollars collectés auprès des communautés juives du monde entier. Ils peuvent donc payer. J'ajoute que d'autres armes, des blindés en particulier, seront achetées en France. Toujours clandestinement. Plus ou moins, oui. Je vous ai déjà dit que chez nous, le personnel politique était généralement très favorable aux sionistes. Alors, après cette longue parenthèse, revenons au plan d'Alet. Oui. Dalet, c'est ça. D comme Dalet. Au nord et au sud, sur la côte, les troupes sionistes foncent et conquièrent village après village. Mais il faut d'abord parler d'un événement dramatique qui va avoir un immense impact. Ouais, j'imagine que vous voulez parler de Der Yassin, oui, c'est ça, ouais. Un village arabe où on va assister aux pires horreurs. Der Yassin se trouve tout près de Jérusalem. Or, l'un des objectifs du plan Dalet, c'est d'obtenir la réouverture de la route entre Jérusalem et Tel Aviv et briser le siège de Jérusalem. Pour cela, l'état-major sioniste estime qu'il faut d'abord s'emparer de tous les villages qui dominent cette route. S'emparer de ces villages, ça veut dire quoi exactement ? Or, les ordres sont clairs, il faut les détruire. Afin qu'ils ne puissent être repris ? Évidemment, il s'agit de protéger la route. Et les habitants, alors, sont donc forcément chassés ? Malheureusement, oui. Et le cas, alors, propre de Der Yassin, est-ce un de ces villages stratégiques, là ? Non, Der Yassin se trouve à l'écart au bout d'un chemin de terre sans issue. Sans intérêt, donc, pour l'opération qui doit aboutir à desserrer le siège de Jérusalem. C'est exact. Mais dès le début du mois d'avril, des combats très intenses ont lieu dans toute la région et en particulier à Castel, sur la route de Tel Aviv, donc pas très loin à vol d'oiseau de Der Yassin. Et dans ce village-là, de Der Yassin, comment réagit-on alors ? Der Yassin est l'un de ces villages paisibles où on a justement passé un pacte de non-agression avec l'implantation juive la plus proche, Givat Shaul. Mais est-ce qu'on s'y sent menacé dans ce village arabe, là ? Oui, comme tous les habitants de la plupart des villages arabes, ceux de Der Yassin vivent dans la crainte depuis la proclamation du plan de partage de la Palestine. Aussi, ils ont procédé à des travaux d'autodéfense, creusé une tranchée sur l'unique route qui mène au village et acheté quelques fusils. Au cas où ? Oui, d'autant que depuis les toits des maisons de Der Yassin, on pouvait très bien voir les combats très violents engagés à Castel. C'est d'ailleurs là, très peu de temps avant la tragédie de Der Yassin, que va être tué un des chefs mythiques de la résistance palestinienne, Abdelkader Husseini, le propre neveu du grand moufti. Ça aura une conséquence très grave pour Der Yassin. Quoi ? Les combattants arabes, tout à leur deuil, ne trouveront pas le temps de venir au secours du village. Enfin, encore une fois, il n'y avait pas de raison sérieuse de s'attaquer à ce village à l'écart. Là. Non, sauf si on considère que les hommes qui vont attaquer le village voulaient faire un exemple et déclencher un processus de grande ampleur qui irait bien au-delà de cette tragédie mère. N'allons pas trop vite. Ça, je m'y attendais. Alors, ces hommes qui vont attaquer, qui sont-ils ? Des combattants de l'Irgun et de Stern. Des sionistes extrémistes, donc. Oui, des révisionnistes, comme on dit alors. Des gens qui n'avaient qu'une idée, débarrasser la terre de Palestine de tous les Arabes qui s'y trouvaient. Et par tous les moyens, y compris les plus violents. Au fond, c'est l'état d'esprit de certains colons juifs d'aujourd'hui, je pense à ceux d'Hébron. Oui, alors que se passe-t-il exactement ? Début avril, la bataille de Jérusalem est engagée. Il s'agit non seulement de dégager la route qui mène à la ville, mais aussi de libérer toute la ville. Et encore une fois, c'était en parfaite contradiction avec le plan de partage qui prévoyait une internationalisation de la ville sainte. Un plan que Ben Gourion avait faim d'approuver. Et qui n'était nullement décidé à respecter. Le type qui commande les forces juives à Jérusalem est un dur. Un ancien de la Légion étrangère française, un certain David Chaltiel. Alors que la bataille est lancée, les chefs locaux de l'Irgun et du Stern viennent le trouver. Enfin, c'est en tout cas la version quasi officielle. Parce qu'il y aura plusieurs versions ? Naturellement. Ce que veulent les types de l'Irgun et du Stern, c'est s'emparer du village de Der Yassin. Mais ils tiennent à obtenir l'approbation de Chaltiel. Pourtant, ces groupes étaient encore indépendants. Enfin, je veux dire qu'ils ne dépendaient pas de la Haganah. Oui, mais enfin, dans les faits, ces extrémistes qui étaient moins bien armés, et surtout beaucoup moins nombreux, avaient souvent recours au service de leurs rivaux de la Haganah. Et puis, obtenir le feu vert de Chaltiel, c'était très important. Pourquoi ? Parce que ça mouillait, enfin, pardonnez-moi l'expression, la Haganah, donc l'agence juive et Ben Gourion lui-même. Et Chaltiel donne donc son approbation ? Pas tout de suite. Il fait remarquer que Der Yassin est un village paisible et qu'il ne présente aucun danger immédiat pour l'opération en cours. Bien sûr, plus tard, il sera occupé, mais enfin, pour l'instant, la Haganah a d'autres chats à fouetter. Toutefois, les autres insistent. Et Chaltiel finit par accepter. Mais est-ce qu'il sait ce qui va se passer ? Il peut quand même pas tout à fait l'ignorer. La réputation de violence extrême de l'Irgun et du groupe Stern n'est plus à faire.
Par conséquent, d'une certaine façon, il est complice. On peut en effet se poser la question. Enfin, je vous l'ai dit, il était tentant de laisser faire le sale boulot à ces gens-là. Toutefois, Chaltiel, à son niveau, ne pouvait sans doute pas prévoir quels étaient les véritables desseins de l'Irgun et du Stern. Même si certains plus haut pensaient, peut-être, déjà à l'exploitation politique de cette tragédie. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Walid Khalidi est un historien palestinien. Dans un numéro de la revue d'études palestiniennes paru à l'automne 1998, il revient longuement sur l'affaire de Deir Yassin. J'en extrais ce passage. L'historien cite d'abord l'un de ses confrères, Perlmutter, auteur d'une biographie de Menachem Begin. Begin qui était, je le rappelle, le chef de l'Irgun. Pour comprendre ce qui s'est passé à Deir Yassin, il est indispensable de connaître la psychologie de l'homme et sa vision des Arabes, telle qu'inspirée par son guide, Vladimir Jabotinsky, le père du révisionnisme. Le révisionnisme dénie de façon catégorique toute prétention des Arabes de Palestine à un quelconque droit politique ou territorial sur la terre d'Israël. Jabotinsky était soucieux de ne pas tomber dans un quelconque romantisme oriental, lui qui affirmait « L'Orient est mon étranger et nous les Juifs, Dieu soit loué, n'avons aucun lien avec l'Orient et il est indispensable de balayer l'âme islamique de la terre d'Israël. » Perlmutter poursuit en affirmant que, bien qu'issus du révisionnisme, l'Irgun et le Stern étaient encore plus radicaux que Jabotinsky, dans la mesure où ils affirmaient que les Arabes sont des assassins et des bêtes sauvages du désert et non un peuple détenteur de la légitimité des peuples. Plus loin, Khalidi évoque la préparation de l'attaque de Deir Yassin. La discussion porta sur les détails de l'offensive et l'on aborda la question du sort des prisonniers, ainsi que des femmes, des vieillards et des enfants. Dans un document manuscrit de Ben Zion Cohen, déposé à l'Institut Jabotinsky à Tel Aviv, le chef des opérations de l'Irgun rapporte. Les avis étaient divergents, mais une majorité préconisait la liquidation de tous les hommes et de quiconque se trouverait à leur proximité, fût-il un vieillard, une femme ou un enfant. Et l'historien cite un autre témoignage, celui de l'adjoint de Cohen, Yayaouda Lapidote. La proposition de liquider les habitants de Deir Yassin émanait du groupe Stern, qui affirmait vouloir montrer aux Arabes ce qui les attend lorsque l'Irgun et le Stern participent à une opération conjointe et créer une tempête qui balaya le pays tout entier et marquait un tournant dans les combats se déroulant entre nous et les Arabes. En un mot, il s'agissait de briser le moral des Arabes. L'attaque de Deir Yassin a commencé dans la nuit du 8 au 9 avril 1948. Combien d'hommes y ont participé ? À peu près 200. 2 tiers étaient des combattants de l'Irgun. C'est-à-dire que les autres appartenaient au groupe Stern. C'est ça, et ça commence très mal pour les assaillants. Pourquoi ? Je vous ai dit que les habitants de Deir Yassin craignaient d'être attaqués, donc ils avaient organisé un système de guet. Et l'effet de surprise n'a pas joué. Et malgré le faible armement dont ils disposaient, les hommes du village ont opposé une résistance farouche. Ils ont même réussi à mettre hors de combat plusieurs attaquants. La situation de ces derniers est devenue si périlleuse qu'ils ont dû réclamer des renforts. Mais auprès de qui alors ? Chaltiel. Chaltiel. Et il a accepté. Encore une fois, oui. Ça démontre à nouveau qu'il était complice. Ou qu'on voulait à tout prix démontrer sa complicité. Enfin, en tout cas, les gens de l'Irgun et du Stern n'ont obtenu que des blindés de Palmach viennent les soutenir. Et l'intervention de cette brigade de choc a en effet permis un complet retournement de situation. Il faut le rappeler, encore une fois, le Palmach, il faut le rappeler, c'était les brigades de choc et des combattants d'extrême gauche. Pour la plupart, oui. Ouais. Alors ce sont eux qui vont venir au secours de ces extrémistes de droite. Solidarité juive. Enfin, il faut noter que le Palmach n'est pas demeuré dans le village. Aussitôt après être intervenu, les blindés sont repartis. Ouais. Donc le Palmach
lui n'a pas participé aux exactions qui vont suivre. Exactement. Enfin, il n'empêche que c'est grâce à cette force d'élite que Stern et l'Irgun ont pu perpétrer les massacres qui ont suivi. Des massacres, alors. Ouais. Terrible, l'horreur. Des maisons ont été systématiquement dynamitées ou grenadées, alors même que les habitants se trouvaient à l'intérieur. Des femmes, des enfants, des vieillards ont été tués gratuitement. Quant aux prisonniers, je vous laisse imaginer leur sort. J'ajoute que les assaillants ont aussi raflé tout ce qu'ils pouvaient rafler, or, bijoux, etc. Un véritable sac. Oui, ouais. oui. Et combien de morts? Pas très vite, on parle de 250 morts. Qui parle de... Les porte-paroles de l'Irgun et du Stern. Le soir même, ils donnent une conférence de presse car ils revendiquent haut et fort leur fait d'armes. Malgré les massacres dont ils portent la responsabilité. Exactement, mais ce n'est pas innocent. Ils veulent terroriser les Arabes des autres villages palestiniens. Pourquoi? Pour les inciter à fuir? C'est évident. Si vous ne partez pas, voyez ce qui va vous arriver. Tenez, pour accentuer encore cet effet de panique, ils ont même été jusqu'à exagérer le nombre des morts. Car on le sait aujourd'hui, le massacre de Deir Yassin a fait à peu près une centaine de morts. Et pas les 250 revendiqués par l'Irgun et le Stern. Oui, enfin ces organisations extrémistes, en fait, sont tombées dans un véritable piège. Un piège qu'on leur avait sciemment tendu. Et que le chef de l'agence juive, Ben Gourion, va exploiter avec une grande habileté. Ça mérite une explication, ça. Écoutez, je suis persuadé qu'on s'est servi de ces massacreurs. Enfin, notez bien que tout de suite après cette tragédie, l'agence juive dénonce publiquement et très sévèrement les exactions commises par l'Irgun et le Stern. Ben Gourion se démarque. Oui, ça lui permettra plus tard de se débarrasser de ses rivaux encombrants. L'Irgun et le groupe Stern vont être obligés de se fondre dans la Haganah dès la fin du mois de mai 48. C'est-à-dire à peine 2 mois après Deir Yassin. Oui, et le parti que va fonder Begin, le Herut, l'ancêtre du Likoud, sera écarté du pouvoir jusqu'en 1967. Enfin, c'est pas tout. Les sionistes, après Deir Yassin, vont pouvoir justifier l'exode des populations arabes. Si les Arabes s'en vont, c'est qu'ils ont peur. Nous n'y sommes pour rien. Et d'ailleurs, leurs propres dirigeants les ont appelés à fuir la Palestine à la suite du massacre de Deir Yassin. Cet appel à la fuite là, de la part des dirigeants arabes a une réalité historique? Pas du tout. Il n'existe aucune trace d'un pareil appel. Au contraire, on a retrouvé des appels des radios arabes ordonnant aux Palestiniens de ne pas quitter leur maison. Alors, vous pensez donc que dans cette affaire, l'Irgun, par exemple, aurait pu être manipulé? Ça ne me paraît pas impossible. Enfin, j'ajoute que le caractère spectaculaire de l'affaire de Deir Yassin, dont on a parlé dans le monde entier, a permis d'occulter d'autres exactions commises par les forces sionistes dans d'autres villages arabes. Ouais. Et ces actions avaient aussi pour but de pousser les Arabes sur le chemin de l'exil? Bien entendu. D'accord. Et à votre avis, est-ce que cette politique d'expulsion était planifiée? C'est certain. Il fallait que le futur État d'Israël compte le moins d'Arabes possible. Mais vous en avez la preuve? Non. Ben Gourion et les autres dirigeants de l'agence juive se sont bien gardés de donner des ordres écrits. Et s'il existe malgré tout des documents, ils se trouvent dans les archives. Enfin, des archives qui demeurent toujours interdites aux chercheurs. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui vous permet de porter une telle accusation? La simultanéité des faits. Partout, que ce soit en Galilée ou dans le Negev ou encore dans la zone côtière, on constate la même chose. Dès que les forces sionistes s'emparent d'un village ou d'une ville, les habitants arabes fuient. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont chassés. Hein. Si on s'arrange pour leur faire comprendre qu'ils doivent quitter leur maison. Et c'est un euphémisme, enfin. Ça signifie donc que les chefs militaires de la Haganah avaient reçu des ordres, les mêmes ordres. Mais c'est pas une preuve, car... Enfin, ces ordres, je l'imagine en tout cas, s'ils ont bien existé, devaient être oraux. Évidemment. Retenez, puisque vous voulez absolument une preuve, je peux vous dire ceci. Je n'ai rien inventé, puisque c'est le biographe de Ben Gourion, Bar Zohar, qui cite cette anecdote. Or, Bar Zohar est un homme qu'on ne peut pas accuser d'être un ennemi d'Israël, bien au contraire. Effectivement, je crois même que Bar Zohar était très très proche des services secrets israéliens. C'est exact. Donc voici ce qu'il raconte. La scène se passe à Nazareth. Nazareth qui vient d'être conquise par Tzahal. Ben Gourion arrive. Et voyant qu'il reste des Arabes dans la ville, il entre dans une violente colère et demande à l'officier supérieur qui a conquis la ville « Que font-ils là ?» C'est clair, non? D'accord, enfin, ce n'est qu'une anecdote. Et quand même une anecdote très significative. Enfin, c'est mon avis. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que de nombreux soldats et même des officiers n'ont pas appliqué cette politique d'expulsion de gaieté de cœur. Parce que ça choquait leurs convictions humanistes, parce qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de penser aux souffrances que les Juifs venaient de connaître en Europe. Et certains, très courageusement, ont protesté ou refusé d'obéir. D'accord, ça se comprend. Et après la création de l'État d'Israël, il y a une intervention des pays arabes. Hein. C'est alors une véritable guerre qui éclate. Mais les forces armées des pays arabes ne sont pas de taille. Elles sont d'ailleurs inférieures en nombre et Israël triomphera. Et pendant cette guerre-là, les expulsions ont continué? Bien évidemment, enfin c'était la guerre. Et tous les Arabes pouvaient alors être considérés comme des ennemis objectifs. Ce qui n'excuse pas tout, bien sûr. Cette question
des réfugiés ont donc toujours les relations entre les